Oui, bonjour tout le monde. Merci a promis de me recevoir encore. Oui, donc. Devenir un nouveau chercheur en résidence. En résidence, bon. Merci à tout le monde d'être ici. C'est toujours le fun d'être avec vous. En fait, sinon, je ne serais pas revenu, mais ça a été des belles expériences les deux premières fois. Je commencerai en disant que la recherche dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement ma recherche personnelle à moi, c'est fait avec mon collègue Luc Surgeon qui est à l'Université d'Ottawa, qui de toute évidence n'est pas ici aujourd'hui. Donc, le titre, Les frontières imaginées de la nation. En fait, pourquoi Oui, bon. Le contexte, en fait, pourquoi cette question-là, il marche au cas où trois coups? OK. Je pense que vous êtes tous familiers avec le concept de frontière nationale. En général, bon, on en entend beaucoup parler avec le Mexique puis les États-Unis, là, même faire un mur autour de la frontière. Mais je pense qu'au-delà de ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer le concept de frontière nationale. La différence, par contre, ici, c'est pas de ça dont on va parler. On parle pas des frontières physiques, mais plutôt des frontières imaginées. Parce que concept, de nation, il peut se définir géographiquement, mais d'abord et avant tout, souvent dans les sciences sociales, nous on dit qu'il se définit dans notre tête. C'est-à-dire que la communauté, qu'elle soit nationale, au travail, n'importe quoi, souvent elle se construit. Donc, elle est imaginée, elle n'est pas réelle. Le concept de nation, d'État-nation, historiquement, il a été créé. Donc, on s'imagine québécois, on s'imagine canadien, on s'imagine français ou américain. Mais en réalité, c'est un concept qui est flou, puis surtout qui est construit. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment de ces frontières imaginées-là qui distinguent, en fait, ce concept-là, ce construit de la nation. Mais surtout, il est important, ce concept-là des frontières imaginées, parce qu'il définit qui on considère qui fait partie du nous, donc qui est accepté à l'intérieur du groupe, ici la nation, et qui ne l'est pas. Parce que si on regardait juste les frontières physiques ou géographiques, on dirait, ben vous êtes venu au Québec, donc vous êtes ici, vous êtes québécois. Mais la notion de frontières imaginées nous amène à dire, c'est pas parce que tu vis ici que les gens vont t'accepter, vont te regarder comme étant un membre du groupe. Donc, les dynamiques du nous et du eux viennent vraiment de cette idée de frontières imaginées. Donc, ça devient encore plus intéressant, à tout le moins pour nous dans les sciences sociales, quand on considère qu'il y a différentes formes de frontières imaginées. Donc, on peut, historiquement, au départ, dans la littérature, on a beaucoup parlé des frontières civiques et des frontières ethniques. Donc, d'abord même des frontières ethniques. Donc, qu'est-ce que ça prenait pour être un membre de la nation? Bien, c'était des marqueurs ethniques. Donc, si tu es allemand, par exemple, on pense toujours à cet exemple-là, il faut que tu sois blanc, souvent on t'imagine même blond, grand, athlétique. Donc, vraiment des marqueurs ethniques qui disaient, bon, c'est ça un Allemand. Et puis, on pourrait même dire la même chose pour le Canada. Si on remonte à quelques décennies plus tôt, on avait un peu le même type de frontières ethniques. En contrepartie, on a parlé de frontières civiques. On dit, bon, qu'est-ce que ça prend pour être un Canadien ou un Allemand? Puis on dit, ben non, c'est pas juste ta race ou ton ethnicité ou ta religion. Ça va être des facteurs beaucoup plus larges. Genre, est-ce que tu es devenu un citoyen? Est-ce que ça fait longtemps que tu vis ici? Donc, puis je suis sûr que vous avez entendu parler dans ce contexte, de ces trucs-là, dans le contexte québécois. Il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que le nationalisme québécois, c'est un nationalisme ethnique ou c'est un nationalisme civique? Donc, le débat, il existe depuis un bon moment. Mais en général, les marqueurs ethniques civiques ont été vraiment plus utilisés au niveau des mouvements sociaux, des mouvements de nationalisme. Maintenant, pour la recherche que moi je fais un peu, on parle un langage qui veut dire pas mal la même affaire, mais qui est différent. Et j'ai beau chercher, je m'excuse, j'ai pas de bonne traduction. Si vous en avez à proposer, je vais vraiment les prendre. Mais on va parler de caractéristiques attainable, donc qui peuvent être acquises, ou de caractéristiques qu'on appelle ascriptives, c'est-à-dire qui sont données et probablement immuables. Okay? Et donc, ça veut dire que, qu'est-ce que ça prend pour être québécois? Ça peut vouloir dire, tu l'es ou tu ne l'es pas. Okay? Donc, peut-être ça veut dire qu'il faut que tu sois blanc. Peut-être ça veut dire qu'il faut que tu aies des ancêtres canadiens-français qui sont arrivés ici depuis X générations. Puis si tu ne l'as pas, tant pis pour toi, tu ne seras jamais un vrai Québécois. Alors que tu pourrais dire, non, pour être un vrai Québécois, ce que ça prend, ça faut que tu sois né ici. Si tu es né ici, c'est ça, ça fait de toi un Québécois. Alors ça, c'est un contraste entre le premier cas, des caractéristiques ascriptives, c'est-à-dire est-ce que tes ancêtres sont canadiens-français, ou des caractéristiques attainable, donc à acquérir, c'est-à-dire est-ce que tu es né, né ici, c'est pas un bon exemple, je m'excuse. Est-ce que tu te sens québécois?
Donc, c'est pas grave si ça fait 1 mois que tu es ici ou si ça fait 25 ans que tu es ici. Ça, c'est un exemple de si tu te sens québécois, bien ça, c'est un exemple de caractéristique qu'on appelle attainable. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Donc, tu peux l'acquérir, peu importe le temps que ça fait que tu es ici. Donc, le débat, il s'articule dans la recherche, surtout behaviorale, comme nous on fait, autour de ces termes-là, attainable, ascriptive. Donc, pardon? Dans une perspective, toi, tu le définis comme tel, sans avoir regard de l'autre? Non, c'est dans le regard de ce que, si je vous sondais, comme on va le faire dans l'étude, puis je vous demandais ce qu'on a fait dans l'étude, ben Delphino, qu'est-ce que ça prend pour être un vrai Québécois? Ça prend un chandail de hockey canadien. On n'avait pas chandail de hockey canadien, mais on a d'autres trucs, OK? Et donc, on pose cette question-là, on va vraiment... les notions deviennent particulièrement importantes dans un contexte, bon, d'aujourd'hui, ça devient même presque cliché, le contexte d'augmentation de l'immigration, de la diversité ethnoculturelle, qui viennent un peu, pour certains, chambouler la notion de ce que c'est qu'être un vrai, peu importe où tu vis. Et ça crée des tensions de gens qui sont accrochés à des concepts beaucoup plus proches de l'ethnique ou du ascriptive ou du civique versus l'attainable. Et ça peut même remettre en question la personne même de c'est quoi mon groupe? Est-ce que mon groupe est menacé si je vois des gens qui arrivent et que j'ai une vision très ascriptive, des gens qui arrivent, que je ne leur reconnais pas la caractéristique d'être un vrai Québécois ou un vrai Canadien, peuvent amener des sentiments de menace parce qu'ils ne font pas partie du groupe. Donc, c'est un peu le contexte plus large où on pose la question. Donc, les frontières imaginées au Québec et au Canada. Bon, je pense que si vous avez suivi l'actualité, même si peut-être vous n'en avez jamais parlé explicitement, je suis sûr que les concepts font écho à plusieurs des discussions qu'on a ici depuis longtemps. Et généralement, pas généralement, mais souvent, ce qui va ressortir, peu importe le débat, c'est la perception que au Québec, on est un peu frileux, on est tricoté serré, puis c'est plus difficile de faire sa place au Québec. Les gens définissent que c'est un Québécois de façon plus serrée. Okay? Donc, tu tends peut-être un peu plus vers le ascriptive. Alors qu'en contrepartie, on a l'idée que, ça c'était pour le Québec, puis là on avait la charte, les chartes des valeurs, donc tu peux pas, si tu ne cadres pas là-dedans, tu n'es pas un vrai Québécois. Puis qui est Québécois? Tu te trouvais ça, je trouvais que c'était une belle photo assez significative comme graffiti. Je trouvais que c'était un bon exemple peut-être de la remise en question qui se produit des fois chez les gens. En contrepartie, on a le discours canadien particulièrement bien illustré depuis quelques années avec le premier ministre Justin Trudeau, qui a un discours, ou à tout le moins au niveau du discours, beaucoup plus ouvert, qui a ici, je ne penserai pas exactement c'était là, mais Diversity is Canada's Strength, puis qui avait dit, même qui a fait, les gens en parlent encore, la controverse de dire que le Canada est un État post-national, qu'il n'y a pas vraiment rien qui nous définit exactement, tout le monde peut être Canadien, c'est beau, tu sais. Et donc, un discours qui est complètement à l'inverse. Et là, ce qu'on voulait voir, nous, c'est, OK, ça c'est intéressant, les dynamiques médiatiques, des événements chocs, tout ça, mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Parce que ça, c'est des dynamiques médiatiques. Mais si je vous demandais à vous ce que c'est d'être un vrai Québécois, puis je m'en allais à Toronto ou à Pickering, puis je leur demandais, à Hamilton, puis je leur demandais, c'est vous quoi un vrai Canadien? Est-ce que les réponses différaient vraiment? Et c'est la question qu'on a voulu vraiment poser dans cette recherche-là. Donc, on va regarder ça en 2 temps. La première, parce qu'il y a plusieurs façons que ça peut s'exprimer. Donc, la première, c'est vraiment la base, c'est-à-dire quels critères utilisent les Québécois et les Canadiens pour définir un vrai. Donc, un vrai Québécois au Québec, puis un vrai Canadien ailleurs au Canada. Okay? On voulait vraiment aller... Parce que, en fait, la recherche a déjà été faite pas exactement, mais il y a déjà des recherches un peu similaires qui ont été faites, mais ils comparaient le Québec et le Canada pour comment ils définissent un vrai Canadien. Et on trouvait que, étant donné que la province du Québec est la seule, avec Terre-Neuve, où la vaste majorité des gens se définissent d'abord et avant tout comme Québécois que comme Canadiens, on trouvait que la comparaison était probablement boiteuse. Donc, on voulait aller pour cibler ce qui, dans chacune des collectivités, est le principal marqueur d'identité. Donc, Québécois au Québec, puis Canadiens ailleurs au Canada. En passant, des Canadiens ailleurs du Québec qui se pensent d'abord et avant tout comme un résident de leur province, c'est quelque chose qui est très, très, très rare. Okay? Au Québec, on parle d'à peu près les 2 tiers, au moins, des Québécois, sinon plus,
même plus que ça, c'est autour de 3/4 facilement des Québécois qui vont se dire uniquement québécois ou d'abord québécois. Okay? Alors que dans le reste du pays, en excluant Terre-Neuve, là, quand on pousse là, beaucoup, là, on est à 12 %. Là. Okay? Donc, c'est un concept qui qui interpelle pas beaucoup les Canadiens, d'où la distinction. Okay? Terre-Neuve, c'est différent. Terre-Neuve, en fait, c'est même plus que le Québec. Okay? Mais Terre-Neuve a un historique différent avec ils ont, si vous ne le savez pas encore, ils ont joint la Fédération seulement en 1949. Okay? Donc, tu as beaucoup de gens encore vivants, même qui sont nés dans le Terre-Neuve, pas Canada. Là. Donc, c'est pas surprenant. Donc, quels critères est-ce que les Québécois utilisent, puis les autres Canadiens? Mais aussi, en deuxième temps, est-ce que le tracé de ces frontières-là a des implications importantes au Québec et au Canada? Est-ce qu'elles sont les mêmes en relation avec l'autre? Okay? Ou avec les autres. Donc, quand j'ai une définition plus serrée ou plus ouverte, est-ce que ça va changer, par exemple, ma confiance, ma relation aux immigrants ou à l'immigration? Et est-ce que ça va changer plus largement ma relation dans ma confiance aux gens qui sont autour de moi? Okay? Donc, est-ce que je vais faire facilement confiance aux gens ou pas? Donc, ça, c'est un peu le plan pour la présentation. Oui, je pense que je vais prendre la souris parce que sinon, on va avoir beaucoup de temps mort. Donc, les données viennent d'un sondage, en fait, que nous, c'est pas nous qui avons fait, c'est deux collègues à Concordia qui ont fait ça à l'été 2017. Puis, pour toutes sortes de raisons, on a eu la chance de pouvoir inclure quelques questions dans leur sondage. Donc, on présente des trucs ici qu'on trouve qui sont intéressants, mais on ne peut pas pousser aussi loin qu'on l'aurait voulu parce qu'on avait seulement cet espace limité-là dans le sondage. Donc, c'est un sondage pan-canadien, évidemment. Un peu moins que 5000 répondants, évidemment, d'âge adulte, et le sondage était fait en français ou en anglais. Donc, comment est-ce qu'on mesure ces frontières imaginées-là? Parce que ça, c'est l'autre défi. Hein. Si elles sont imaginées, il faut pouvoir, à un moment donné, les extraire de la tête des gens. Les questions qu'on utilise sont des questions qui ont été utilisées, en fait, à 2, peut-être même aujourd'hui 3 reprises, dans l'International Social Survey Program. C'est un consortium international qui fait des sondages depuis quelques décennies dans plein de pays à travers le monde et qui pose les mêmes questions. Et en 2003 puis en 2013, à tout le moins, ils avaient un module de questions où ils testaient ces idées-là. Donc, des caractéristiques qu'ils ont appelées attainable et ascriptive. Okay? Donc, on reprend exactement le libellé de leurs questions avec un petit ajustement. Parce que dans ces données-là, c'est là qui avait été utilisé dans le passé pour de la recherche au Canada, on demande ce que ça prend pour être un vrai du pays. Donc, un vrai Canadien. Donc, les Québécois et les Canadiens, d'ailleurs, au pays, se faisaient poser la question, qu'est-ce que ça prend pour être un vrai Canadien? Donc, nous, on a transformé les questions et on demande qu'est-ce que ça prend pour être un vrai Québécois aux Québécois et qu'est-ce que ça prend pour être un vrai Canadien aux autres Canadiens. Okay? Et là, on leur présente une série de caractéristiques que je vais vous présenter dans quelques minutes et ils doivent indiquer si la caractéristique, elle est très importante ou si elle n'est pas importante du tout. OK? Ça va? Si vous avez des questions en passant, n'hésitez pas à m'interrompre. Okay? J'ai juste une curiosité par rapport à Terre-Neuve. C'est quoi la proportion? Non, par rapport à l'importance nationaliste. Bien, c'est parce que comme ils ont une historique très récente dans la Fédération, leur identité très Terre-Neuve, ils se pensent d'abord et avant tout encore comme des Terre-Neuviens. Donc, c'est plus que 80 % dans le sondage que nous, on avait fait il y a quelques années qui montrait que les Terre-Neuviens... Par rapport aux 12 % au Québec? Non, au Québec, c'est autour des 3/4. Alors que dans le reste du pays, ça variait entre 3-4 % puis 12, je pense. Là. Tu sais, ouais. Donc, c'est pas le concept de province ailleurs, tu sais, c'est plus comme presque un concept administratif au lieu d'être une communauté politique auquel les gens sont très attachés. Ouais. Est-ce que le PowerPoint sera disponible à la fin? Celui-là? C'est une bonne question. Peut-être sur demande, mais pas comme ça, parce que en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les résultats que je vous présente aujourd'hui sont très préliminaires. Okay? Donc, ce n'est pas une recherche publiée, c'est même pas une recherche qui va être publiée bientôt. C'est vraiment comme un second cut. Là, donc, le premier est au mois de novembre. Là, on peut modifier, mais les choses pourraient changer. Donc, si vous voulez y avoir peut-être accès, oui, mais pas sur un site web ou des trucs comme ça. Okay? Donc là, on the record pour la caméra, c'est préliminaire.
OK, donc, alors, question numéro 1, comment les Québécois et les Canadiens se décrivent-ils ou décrivent-ils ce que ça prend pour être un vrai? Et alors, voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais on a plusieurs caractéristiques. Donc, on demandait, est-ce qu'il faut être chrétien? Est-ce qu'il faut avoir des ancêtres qui sont nés au Québec ou au Canada? Les questions étaient ajustées. Hein? Donc, on disait avoir des ancêtres au Québec, avoir des ancêtres au Canada, et ainsi de suite. Être né au Québec ou au Canada, avoir vécu la plus grande partie de sa vie au Québec ou au Canada, parler français au Québec. Ailleurs au pays, on a dit parler français ou anglais. Okay? Là, on le regrette un peu parce que ça a une certaine incidence, on pense, sur les résultats. Se sentir québécois ou canadien ou respecter les institutions et les lois du Québec ou du Canada. Donc, c'est exactement les questions qui ont été posées dans le ISSP et qu'on reprend ici de façon adaptée. Donc, en fait, vous pouvez voir déjà un peu les résultats. La première constatation, c'est qu'il y a des caractéristiques qui attirent plus d'appui que d'autres. Celles qui reçoivent le moins d'appui, okay, c'est des échelles de 0 à 1. Être chrétien. Okay. Donc, mais il y a quand même un score à peu près de le quart du maximum que tu pourrais obtenir. Donc, ça a quand même un certain attrait pour les gens. Ensuite, il ne faut pas que je touche, hein, je pense, c'est vrai. Hein? Oui, OK. Bien, ou sinon, j'y toucherai, ça va être plus simple que d'utiliser le... avoir des ancêtres, donc un certain appui, donc cette notion de racine, hein, qu'on ne peut pas le devenir automatiquement, qu'il faut avoir un certain enracinement, donc on commence à monter, être né. Okay? Ensuite, avoir vécu la plus grande partie de sa vie. Donc là, on est à la moitié, là. Okay? Donc, cette espèce de réaliser ça que la plupart, tu pourrais dire, là, c'est pas un pourcentage, là, mais tu pourrais dire, grosso modo, là, la moitié des gens disent que, ben là, c'est sûr que si ça fait 1 an que tu es ici, tu as moins de chances d'être un vrai que si ça fait 40 ans. Okay? C'est pas important que tu sois né, mais... donc, je vous laisse imaginer vous-même comment vous auriez répondu aux questions. Okay? Mais là, l'appui monte vraiment beaucoup quand on arrive à parler de la langue, okay, qui autour, mais plus au Québec qu'au Canada. Et c'est là l'ambivalence qu'on n'est pas content du libellé de la question. On ne se voyait pas juste dire anglais dans le reste du pays parce que ça aurait été délicat. Mais en même temps, on peut facilement imaginer que l'appui plus fort au Québec est dû à la force d'attraction du français en soi, alors que pour un anglais, je dis l'anglais ou le français, parce que le mot français, là, ça peut paraître moins convaincant. Mais ça, c'est spéculatif. Se sentir québécois ou canadien, très fort. Remarquez, c'est intéressant ici aussi. Ici, c'est plus fort au Canada. Donc, ça peut... j'ai presque touché. Donc, est-ce que c'est une espèce de mouvance plus vraiment multiculturaliste? Hein? C'est-à-dire que c'est pas important qui tu es ou à quoi tu ressembles, mais ce qui est important, c'est que tu te sentes canadien. Mais ce qui est plus important, c'est que, je veux dire, c'est une différence, mais la différence, elle n'est pas très grande. Là. Et finalement, ben, ça, c'est même l'item. Moi, c'est mon item plate. Okay? C'est-à-dire, j'ai de la misère à croire même que, tu sais, ça... En tout cas, respecter les institutions et les lois. En même temps, tu dis pourquoi tu dirais non, mais en même temps, pourquoi tu dirais oui, parce que c'est tellement pas intéressant. T'sais, est-ce que parce que tu respectes les lois, tu deviens un... En tout cas, c'est mon commentaire personnel sur cette batterie. Les répondants, surtout la partie québécoise, est-ce que c'est été population générale ou est-ce que vous avez contrôlé pour des gens qui sont d'origine québécoise? Non, c'est la population générale ici. Oui, donc c'est un... Bien, ça, on pourra en parler. En fait, c'est vrai, je ne les présente pas. On avait, dans une version que je n'ai jamais présentée, une troisième question qui était « Qui pense quoi? » essentiellement. Puis les réponses sont vraiment plates. Okay, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de surprenant, puis il n'y a même pas grand-chose. C'est difficile d'identifier les caractéristiques des variations. Okay? Puis la principale observation que tu pouvais voir, c'est, bien, si tu es un immigrant, en toi-même, ben tu es un petit peu moins ascriptive. Mais c'est tout. Ben, tu es moins ascriptive, mais pas tant que ça. Non, mais pensez-y comme il faut, par exemple, parce qu'il y a une certaine ambiguïté dans la question. Imaginez que vous êtes né, en fait, je ne sais pas, mais que vous êtes né à l'extérieur du pays, puis on vous demande, qu'est-ce que ça prend pour être un vrai Québécois? Selon vous, est-ce que c'est important d'être né ici? Ça peut être, bien moi je pense que c'est pas important, mais tout le monde autour de moi pense que ça l'est.
Donc, je vais vous dire que c'est pas mal important. Donc, il y a cette espèce d'ambivalence-là dans le libellé de la question, même si la question dit « selon vous », le « selon vous », il peut vouloir dire « moi, mes valeurs personnelles » ou « moi, mon évaluation de la situation ». Donc, c'est pour ça que les différences entre immigrants et non-immigrants ne sont pas si fortes que ça. Juste une question rapide. Je suis un peu surpris sur de se sentir qu'au Québec, c'est aussi fort. Que juste le simple fait de te sentir québécois, c'est important. Je vais penser que c'est plus fort sur d'autres caractéristiques. Mais on va revenir à ce point-là tantôt. OK? Il y a une question. Oui, je m'excuse. La question plate, Oui. La question, moi, je la trouve pas plate. OK? Je trouve que, par contre, il y a beaucoup de représentations possibles de cette question-là. L'autre, tu sais, quand être né au Canada, c'est clair, t'es né ou t'es pas né. Mais respecter les institutions et les lois, là, ça, c'est pas vaste parce que quand on parle de s'adapter à la société québécoise, ça, c'est un aspect de... Alors, si je ne comprends pas les institutions, je ne comprends pas les lois, pour moi, la police, c'est coercitif, que c'est épeurant, alors qu'ici, c'est pas ça. Bien, tu sais, il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette question-là, je trouve, qui sont importantes et qui, dans le fond, qui laissent beaucoup de place à l'interprétation et à la représentation. Oui. Non, oui, c'est sûr, mais en même temps, en général, c'est ce qu'on veut. Si la question est trop pointue, ça provoque soit des réactions trop fortes. On veut laisser... Puis on regarde les tendances générales. Vous allez voir, les tendances générales, elles sont là. Donc, même si ça peut vouloir dire plusieurs choses, certaines de ces caractéristiques-là deviennent très importantes, alors que d'autres, moins. Vous allez comprendre plus tard. Oui. Je trouve ça intéressant, je suis immigrante et je peux nommer certaines choses ici comme ce que je pense devrait être critère d'être québécois, mais je ne me sens pas nécessairement québécoise, même si je tombe dans quelques critères ici. Donc, il y a une distance entre ce que je pense devrait devenir un Québécois et comment je le sens. Oui, mais oui, c'est intéressant. Mais c'est surtout intéressant parce que le sondage n'est pas fait pour capter la réalité des groupes minoritaires. Et même, on débat encore à l'interne, entre Luc et moi, parce que plusieurs études similaires vont limiter leurs analyses au groupe majoritaire. Parce qu'ils vont dire, justement, le groupe minoritaire va avoir une perspective différente, une interprétation différente des questions. Là, c'est tout le monde, mais honnêtement, on a fait les analyses juste avec le groupe majoritaire. L'histoire que je vous raconterai aujourd'hui est la même. Donc, ça ne fait pas une grosse différence. Donc, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des différences, parce que c'est l'objet aussi du questionnement, c'est est-ce que les Québécois et les Canadiens se définissent différemment. Puis, il y a certaines différences, mais les différences, elles ne sont pas au niveau des caractéristiques ascriptives. Quand il y a des différences, elles sont au niveau des caractéristiques attainable. Et donc, on l'a dit, un peu plus grande emphase sur la langue pour le Québec, une plus grande emphase sur le sentiment d'appartenance chez les autres Canadiens, puis un peu plus d'importance pour les lois chez les autres Canadiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous demandiez sur la rue de prédire les résultats, je ne sais pas pour les Québécois, mais si vous allez à Toronto, puis à Calgary, puis à Vancouver, c'est pas ça qu'ils vous auraient prédit, là, en termes d'écart. Les gens vous auraient dit, ben oui, on sait bien, au Québec, on est tous des cannibales, hein, je veux dire, on est une grosse tribu, là, puis si tu ne fais pas partie de la gang, tu ne fais pas partie de la gang. Cette perception négative-là, à tort ou à raison, en tout cas, ici, on ne la voit pas. C'est-à-dire que c'est les Canadiens du reste du pays, puis les Québécois réagissent de la même façon à ces stimuli-là, vont donner exactement, en fait, les mêmes réponses. Okay? En changeant le marqueur qu'on dit québécois puis qu'on dit canadien. Donc, les différences principales, elles se situent au niveau des autres caractéristiques. Donc, la prochaine étape qu'on a regardée, c'est OK, parce que, bon, on s'est dit, OK, dans la littérature, on organise ces caractéristiques-là selon les groupes de caractéristiques, comme je disais, ascriptives ou attainable. Mais est-ce que donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que dans la littérature, on voit que quand je te donne une caractéristique attainable, en général, je t'en donne une autre aussi. Puis si je te dis né au Canada, il y a plus de chances que je te dise aussi être chrétien. Donc, les caractéristiques, elles vont covarier. OK?
Donc, c'est pas aléatoire. Donc, si je t'en donne une qui est attainable, les chances, je vais t'en donner une autre qui est attainable. C'est d'ailleurs comme ça, avec ce type d'analyse-là, qu'on appelle une analyse factorielle, qu'ils ont fait émerger ces groupes de caractéristiques-là. OK? Donc, on a refait ce type d'analyse-là pour voir si effectivement la structure de pensée autour de ces enjeux-là chez les Canadiens et chez les autres, chez les Québécois et les autres Canadiens était la même. Était la même un vis-à-vis de l'autre, mais était la même aussi par rapport à l'ensemble des autres pays dans le monde où on a testé ces concepts-là. Okay? Et donc, au-delà des niveaux, c'est au niveau de la structure de pensée, comment les gens abordent ces questions-là. Okay? Donc, parce que tu pourrais imaginer un cas où tu dirais, au Québec, la langue, là, moi, on est là, on a des gros enjeux, puis il dit, moi, la langue au Québec, là, moi, je le vois comme un critère ascriptive. C'est tellement comme... Ça vient des tripes, là, tu sais, qu'il faut que tu parles la langue, là, puis souvent, il faut que tu parles avec le bon accent, parce que sinon, tu es dans le trouble. Qui dit, pour moi, il dit, c'est un critère plus, je vois au Québec comme un critère ascriptive. Mais donc, ce serait possible dans nos analyses qu'on voit que quand un Québécois dit qu'il faut être chrétien ou dit qu'il faut être né ici, bien, il y a aussi plus de chances de dire qu'il faut que tu parles français. OK? Donc, c'est d'où l'idée de tester ces analyses-là, ces questions-là dans une dynamique d'analyse factorielle. Donc, on voit en bleu que, en fait, c'est un peu complexe au niveau de l'interprétation des scores, mais qu'effectivement, au Québec puis au Canada, comme dans le reste du monde, il y a une dimension qu'on appelle ascriptive qui émerge. C'est-à-dire que si je te dis chrétien, j'ai plus de chances de dire aussi né au pays. Puis si je te dis avoir vécu la plus grande partie de ma vie aussi, j'ai plus de chances de dire avoir des ancêtres. Okay? Donc, il y a un groupe qui émerge. Puis le groupe il est identique, puis il est à peu près aussi fort, à peu près exactement similaire au Québec puis au reste du pays. Donc, la façon que les Québécois et les autres Canadiens abordent ces questions-là, ça se structure dans leur tête de la même façon. Évidemment, en utilisant ces questions-là. Sauf qu'un en français et l'autre en anglais. Bien, en fait, les deux langues étaient offertes au Québec puis ailleurs au pays. OK? Mais c'est vrai que la distinction, c'était pour la langue explicite qu'on mentionnait dans la question. Parce que ça, c'est l'autre chose. Puis là, ça devient un petit peu intéressant. Il y a aussi des blocs qui émergent qui correspondent à ce que la littérature a identifié comme étant les groupes attainable ou des caractéristiques qui peuvent être acquises. Donc, parler français, parler la langue, se sentir québécois, canadien ou respecter les institutions sont des caractéristiques qui covarient ensemble. Donc là, si vous regardez tous le tableau comme moi je le fais, vous allez remarquer qu'il y a une certaine anomalie dans le reste du pays. OK? Bien, une anomalie. Excusez, non. Ça ressort, OK? Mais j'ai dit anomalie parce que dans la littérature internationale, la langue fait vraiment fortement partie du groupe attainable, exactement comme au Québec. Donc, c'est surprenant qu'au Canada, ça ne marche pas. Et je pense vraiment que le problème, c'est la mention des deux langues dans le libellé de la question, qui a vraiment compromis, en fait, la validité de cet item-là dans le reste du pays. Mais tu peux voir que la langue, elle est quand même... En général, on attend un score de minimum 50, OK, pour vraiment une covariance de 50 % avec le groupe. Ici, on est à 39, mais tu vois que la langue, elle ne varie pas du tout bien avec le facteur ascriptive. Okay? Donc, c'est clair que si elle va quelque part, elle va avec le attainable. Et que les autres, et vous regardez, ça c'est ce qu'on appelle le factor loading, donc des caractéristiques qu'on a dit qui étaient ascriptives, leur niveau de variance est absolument à des années-lumière du niveau qui devrait être. Donc il y a quand même deux groupes qui vraiment émergent assez distinctement dans l'analyse, qui en fait mènent à deux conclusions. De un, les Québécois et les Canadiens, de façon générale, pensent à ces enjeux-là exactement de la même façon, non seulement au niveau, okay, mais au niveau de la structure de pensée, et que c'est en fait exactement à peu près ce qu'on remarque partout ailleurs dans le monde. Okay? Donc, ces frontières imaginées-là, elles ne sont pas spécifiques aux Québécois, elles ne sont pas spécifiques au Canada, elles sont un peu, elles font écho à ce qu'on observe partout dans le monde. Okay? Ça va? Je ne vous ai pas perdu ou ennuyé avec l'analyse factorielle? Juste essayer de comprendre le point 28 à côté, parler français en dessous de Québec, et le point 60, ça, c'est, il y en a un qui est ascriptif, puis l'autre qui est... En fait, vous pouvez l'imaginer un peu comme si c'était...
où est-ce que tu appartiens? Tu sais, imagine un diagramme de veine, tu as 2 cercles, là, puis où est-ce qu'ils vont? Là? Bien, la langue là, est à 60% qu'elle couvre sur la dimension attainable. OK? Puis la langue, elle couvre juste 28% de la dimension ascriptive. Tu viens de dire la langue puis la langue. Oui. Parce que la langue, on pourrait l'imaginer comme étant un critère attainable, puis on pourrait l'imaginer comme étant un critère ascriptive. Si vous l'imaginez comme étant un critère attainable, bien, vous allez être vrai à 60%. Puis si vous l'imaginez comme étant un critère ascriptive, vous allez être vrai seulement à 28%. Donc, attainable, ça veut dire qu'on peut atteindre. Vous pouvez l'acquérir. Oui. 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 Honnêtement, c'est vraiment embêtant la traduction, là, mais on n'a pas de bons termes, surtout pas de bons termes qui se disent facilement. À acquérir, là, je vais m'accrocher souvent. Là, on parle du pourcentage de gens. Non, c'est pas. Non. C'est un score technique. Là, okay? Faire un calcul. Oui, c'est un score technique. Là. Ça ne veut même pas exactement dire ce que je vous ai dit, mais c'est une façon de l'illustrer. Là. OK? Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment 2 groupes de caractéristiques bleues. Là. C'est exactement la même affaire au Québec et au Canada. Puis il y a un groupe de caractéristiques jaunes, c'est exactement l'affaire au Québec et au Canada. Dans un cas, c'est des caractéristiques à acquérir, puis dans l'autre cas, c'est des caractéristiques. ROC, c'est quoi? C'est pour Rest of Canada. Oui, ça aussi, on n'a pas de bonne traduction ROC. Donc, encore une fois, donc, la façon de penser, à peu près la même chose. Donc, ce qu'on a fait à partir de ça, pour se simplifier la vie, c'est qu'on a construit des échelles. OK? Donc, un score d'échelle de caractéristiques à acquérir, puis de caractéristiques immuables, données. OK? Donc, on va travailler avec ces 2 échelles-là pour le reste des analyses, au lieu d'avoir travaillé avec 7 caractéristiques différentes. Donc, une fois qu'on a construit les échelles, on peut voir d'une autre façon encore que les scores moyens pour les caractéristiques ascriptives et les caractéristiques attainable, c'est exactement la même affaire au Québec puis au Canada. Donc, c'est quand même intéressant, OK? C'est intéressant parce que c'est la même chose, qui nous, on était très surpris, là, parce qu'on n'acceptait pas la généralisation de la situation si dramatique que ça au Québec, mais on se disait que souvent, il y a quand même un fond de quelque chose qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'on capte tout, hein, ici, en passant. Là. Donc ça, c'était la première surprise. Puis on disait, OK, clairement, le attainable, c'est ce qui domine. Mais ça nous étonnait quand même encore. Puis même encore plus au reste du pays qui se dit si ouvert au multiculturalisme, si tolérant, post-national. Puis le score, là, il est presque à la mi-échelle. Tu sais, que plusieurs décennies là, après le multiculturalisme, là, malgré tout, pas juste au Québec, mais ailleurs au pays, il y a un certain attrait pour dire, ben, tu sais, oui, là, c'est canadien si tu te sens canadien, mais si tu es né ici, c'est important, là. Puis si tu as des ancêtres ici aussi, tu sais, c'est... C'est ce qu'on trouve pour l'âge ou pour des régions particulières, urbain versus rural? Est-ce que tu as des variations? On n'a pas vu de... Ça, j'ai essayé ça. J'avais beaucoup d'espoir sur les variations urbaines puis rurales et il n'y avait rien. On a regardé l'âge, il y en a, mais c'est pas... non, ça avait un certain déclin au niveau des caractéristiques ascriptives plus tu étais jeune, mais c'était pas... Ça veut dire, dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire, pour prévoir ce que soit tes conclusions, est-ce que ça veut dire que, dans le fond, une tendance importante de nationalisme civique à la fois au Canada et au Québec? Oui, ça veut dire que selon cette perspective-là, qui est incomplète, OK, on l'entend, elle suggère que la nature du nationalisme québécois, elle n'est pas différente que la nature du nationalisme canadien. C'est un peu contre-intuitif, par contre, quand tu es dans la rue. Oui. Bien, tu es dans la rue, ça dépend, tu es où dans la rue, puis tu es combien de fois dans la rue, là? Oui. Non, mais parce que les gens parlent toujours de Toronto, tu sais, ah oui, Toronto. Ben oui, mais Toronto, c'est comme un endroit unique, non seulement au Canada, mais dans le monde. Mais si tu sors de là, moi, j'étais allé à Calgary 2 fois dans ma vie, puis dans le contexte de conférence Métropolis, puis il y avait une parade White Power devant l'hôtel où il y avait le congrès. Okay. Mais on pensait que c'était à cause de nous,
projet Métropolis, qui est un projet d'études sur l'immigration, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'était la journée qu'ils faisaient leur parade White Power dans la rue. Puis nous, on pensait que c'était à cause de nous, mais ça n'avait rien à voir avec nous. Puis après ça, 2 heures plus tard, il a fallu que l'organisateur, pendant la séance plénière, s'excuse parce que la veille, il y avait eu des francophones qui s'étaient fait chahuter dans un bar, des francophones de la conférence, parce qu'ils parlaient français dans le bar. Tu sais, dans la rue, tu sais, il y a cette image-là, à tort ou à raison, puis c'est ça qu'on essaie de vérifier, que est-ce que les dynamiques comme ça sont vraiment fondamentalement différentes au Québec et ailleurs dans le pays? Toutes les recherches que nous, il y a plein d'affaires que les gens pensent qu'on est différents, puis nous, on le voit pas. Puis il y a des affaires qu'on pense qu'on est différents, puis on l'est vraiment. Si tu contrôles, ma dernière question, si tu contrôles les concentrations dans le reste du Canada qui sont plus anglo-canadiennes de souche, plusieurs générations, et les communautés qui sont venues s'établir, qui sont devenues dans le fond anglophone. Ça, on n'a pas regardé. Ça, on n'a pas regardé ça, mais je pense pas que. Non, je pense que même au contraire, certains de ces groupes-là. Des réflexes à sculpter. Encore plus peut-être même, oui, je pense que oui. Mais ça reste à vérifier. Donc quand même, ça c'est un résultat qui nous étonnait beaucoup, puis on trouvait qu'il était très parlant. Mais c'est pas la fin, parce que une des choses aussi, c'est que nécessairement ce que les scores disent, c'est que, implicitement, si vous réfléchissez, là, c'est que les caractéristiques attainable puis ascriptives ne sont pas mutuellement exclusives. Pour avoir un score de presque 0.80, là, puis des 0.40, ici, ça veut dire que tu as des gens qui ont donné du attainable puis qui ont donné du ascriptive. C'est pas un ou l'autre. Donc, c'est pas si tu es soit ascriptive ou si tu es attainable. Tu as des gens qui sont les deux. Okay? Et on voit que les axes sont corrélés. Fait intéressant, puis ça, il faut qu'on regarde. La corrélation est plus forte au Québec, mais ça me semble avoir peu de sens en regard des scores moyens. Donc, on a fouillé un peu plus, puis on a réalisé qu'effectivement, il y avait des gens avant nous qui avaient dit, ben oui, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste les 2 axes. C'est un axe à 2 bouts. Tu as 2 axes. Tu as un axe ascriptive, puis tu as un axe attainable. Et que tu as des gens, parce qu'en général, on parle juste de civique ou de ethnique, donc qui sont forts sur civique, qui sont forts sur le attainable, mais faibles sur le ascriptive, ou les ethniques qui sont forts sur le ascriptive, et faible sur le attainable. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'il dit, tu as ce qu'ils appellent, c'est vraiment un mauvais terme, des nationalismes multiples, multiple nationalists. Je ne sais pas pourquoi multiple, là, mais c'est un peu bizarre comme terme, mais c'est le terme que, je ne sais pas comment prononcer, utilise. Et il y a aussi ce qu'il appelle, encore une fois, je pense, un mauvais terme, les pluralistes. Je pense qu'on pourrait aussi dire les antinationalistes. C'est-à-dire, les gens ici vont dire que le ascriptive est important, puis le attainable est important. Puis les gens ici vont dire qu'il n'y a rien qui est important. Et les jeunes sont plus ici. Okay? Qui vont dire, voyons, né ici, parler français, se sentir québécois. Tu peux bien être québécois si tu ne te sens pas québécois, puis tu peux bien être québécois si tu es n'importe quelle religion, ou si ça fait 2 semaines qu'il est ici, ou c'est comme, tu sais, c'est l'individualité. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être mieux les antinationalistes, c'est-à-dire que le concept même de groupe perd de son sens. Tu sais. Donc, on s'est dit, ben, c'est intéressant comme caractéristique. Fait, nos Québécois et nos autres Canadiens, ils se situent où là-dedans? Vous pensez qu'ils se situent où? Pardon, c'est quoi la question? Vous pensez qu'ils se situent où? Qui ça? Les Québécois et les Canadiens. Québécois francophones? Ben, les Québécois, là. Tous les Québécois. On va pas commencer avec des frontières, imaginez. Selon les médias, Ah, oui, ben, Canadiens pluralistes et Québécois ethniques nation multiple. Et selon votre recherche, je dirais que ma prénotion est correcte. on va voir. Mais là, j'ai un blanc de mémoire. Je me souviens pas dans l'animation qu'est-ce qui apparaît en premier. Parce qu'ils apparaissent pas tous en même temps. Bien, on va le découvrir ensemble. Ah oui, bon, les ethniques. Donc, ça là, si tu te trouves là-dedans, t'as vraiment pas d'amis. Bien, dans le sens de gens comme toi. OK? Donc, les gens qui vont donner un score très, 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 très faible sur le attainable, mais très, très, très fort sur l'ethnique, au Québec, c'est 3 % de la population. Okay. Donc, des gens qui disent que pour être Canadien ou pour être Québécois, il faut que tu sois né ici, puis tu as des ancêtres québécois ou canadiens. That's it, that's all, ça s'arrête là.
c'est assez rare. OK? À l'inverse, je pense que l'autre, ça va être civique. À l'inverse, des nationalistes civiques, il y en a quand même pas mal. OK? Donc ça, c'est quand même encourageant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement vers dire non, le ascriptive, là, on est comme passé à d'autres choses, là. Puis, en fait, c'est le attainable qui est plus important. Okay? Donc, 46 % dans le reste du pays, puis 40 % des Québécois qui se catégorisent là. En passant, les frontières, OK, des catégories sont totalement arbitraires. Hein. On a mis à la milieu des axes, mais évidemment, peut-être que ce n'est pas là le point saillant, OK, important. Pour le Québec, si tu faut contrôler pour Montréal comme métropole, puis les régions là-dedans. Non. Bien, en fait, non, mais en le faisant par rural-urbain, tu as pas mal une bonne idée de... De toute façon, ton échantillon québécois, comme il est aléatoire au Québec, il va être principalement montréalais. Oui, principalement. On va revenir sur cette question-là des régions après, OK? Ensuite, là, je ne me souviens plus encore. Le dernier. Les nationalismes multiples, ça, c'est intéressant. Ça, c'est un masque pour les ethniques, c'est ça? C'est un quoi? Un masque pour les ethniques. Bien, c'est une très bonne question, Delphino, parce que c'est ça qu'on pense. OK? C'est moi, j'étais un groupe de droite, Ouais. c'est eux autres, j'y rapporte. Oui, c'est-à-dire que c'est un groupe qui va reconnaître l'importance des caractéristiques attainable. Puis ils vont dire, ben oui, tu sais, si tu te sens québécois ou canadien, tu peux l'être. Mais ils vont dire, c'est aussi important que tu sois né ici. Puis c'est des groupes très larges. En fait, au Québec, parce que là, vous pouvez faire les maths vous-même, c'est la catégorie modale. Hein? C'est la catégorie la plus importante, c'est ça au Québec. Ben, OK, au Canada, c'est pas ça, là, mais on est à 46 versus 45. OK? Fait que de façon générale, les Canadiens et les Québécois, c'est là qu'ils se situent. Donc, dans l'ensemble, OK, à plus que 80-90 % presque, ils vont reconnaître l'importance des caractéristiques attainable. Mais il y en a la moitié qui vont s'arrêter là, mais il y a l'autre moitié qui vont dire, ben non, il n'y a pas juste ça. Et ça pose des questions, parce que tu te dis, quand je dis les deux, lequel est plus important? C'est facile pour moi de dire que oui, tu peux être, si tu te sens québécois, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire si je te dis en même temps qu'être chrétien, c'est important pour être québécois? Est-ce que c'est sincère, de un? Puis, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur, ce qu'on va regarder après, sur ta relation à ces enjeux-là aux autres? OK? Si tu fais un weighting de ça, c'est Qu'est-ce que tu veux dire, un weighting? Parce que le pas plus prépondérant dans les gens qui... Bien, oui, mais en fait, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire à l'autre étape. Donc, ça nous amène à la deuxième et dernière question, c'est-à-dire, c'est quoi les conséquences de tout ça? Parce que là, on a deux échelles, puis on les mélange, on peut voir 4 types de profils, 2 profils là, mais c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Oui? Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui est né ici, qui n'est pas chrétien, et qui ne parle pas français non plus. Vous me demandez mon opinion personnelle? Ben, non. Oui, mais en fait, c'est pas où il va se situer où. C'est moi, qu'est-ce que je vais penser de cette personne-là. Oui, c'est ça. C'est ça. La personne est née ici, Ouais. mais elle n'est pas chrétienne. Mais c'est ça. Alors, dans un autre projet qu'on prépare, moi, c'était quelque chose qui m'embêtait. Donc, on peut regarder ça avec les conséquences, mais on va reposer la même batterie de questions, puis on va avoir un suivi. Puis on va dire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'énoncé suivant? Un Québécois qui est né ici, il est plus Québécois qu'un quelqu'un qui n'est pas né ici. Un Québécois qui a passé la plupart de sa vie ici, est-ce qu'il est plus Québécois que quelqu'un qui n'a pas passé qui vient d'arriver? Parce que là, c'est facile. Les autres, ils ont juste dit, ben oui, tout est important. Mais on ne peut pas savoir à quoi ils donnent le plus d'importance. Donc là, on va pouvoir un peu les contraster. On aurait pu aussi mettre un ordonnement des caractéristiques, mais on ne voulait pas faire un ordonnement. Moi, je ne crois pas à ça parce que c'est quand même facile
de dire les réponses gentilles au début. Tu sais, elles sont toutes importantes. En tout cas, ça pourrait fonctionner. Moi, je préfère dire non, tu sais, j'ai pas dit qu'être chrétien, c'est important, mais si je te demande, un chrétien, il est-tu plus québécois qu'un non-chrétien? Puis tu me dis oui. Tu sais, fait que ça va, on espère que ça va aller gratter un petit peu plus profond dans ce que les gens peut-être ne veulent pas dire. OK? Mais ça, en passant, c'est pas une problématique juste québécoise. Là, la même problématique, clairement, s'applique ailleurs au pays. OK?